Je vous disais, mes chers collègues et messieurs nos invités et monsieur le rapporteur et toutes les personnes présentes, merci d'être à nos côtés pour cette mission d'information sur la gestion durable de l'eau. Nous recevons donc aujourd'hui monsieur Thierry Caquet, directeur scientifique de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, accompagné de monsieur Marc Gaucher, conseiller pour les relations parlementaires et institutionnelles. Cette audition plénière fait l'objet d'une retransmission et d'un compte-rendu officiel. J'excuse le président Rémy Pointreau qui m'a demandé d'assurer la présidence de notre réunion aux côtés de notre rapporteur Hervé Gillet. Nous souhaitions entendre l'INRAE car nous nous interrogeons sur les possibilités de faire face aux conséquences sur l'eau du changement climatique en mobilisant davantage la recherche et l'innovation. La recherche doit nous aider pour mieux anticiper les phénomènes, mais aussi pour trouver des solutions, faire évoluer les variétés cultivées, les techniques d'irrigation, peut-être aussi mieux gérer l'infiltration de l'eau, la retenir quand cela est possible, recycler les eaux usées. La technique ne peut pas tout faire, mais peut beaucoup. D'ailleurs, dans l'histoire, les civilisations ont toutes cherché à organiser l'accès à l'eau et ont construit des infrastructures hydrauliques pour faire face aux difficultés. Mais le changement climatique oblige à faire évoluer nos modèles. Comment faire en sorte de ne pas être pris de court par les sécheresses ou, à l'inverse, les pluies diluviennes? Avant de vous laisser un temps de 5 à 10 minutes pour un propos introductif, je passe la parole à notre rapporteur qui vous a adressé une liste de questions qui pourront guider nos échanges. Merci, messieurs. Merci, Madame la Présidente. Mes propos introductifs sont assez brefs. On vous a transmis la liste des questions. On est effectivement dans un moment particulier, à la fois de travaux parlementaires et de déclarations politiques et gouvernementales, avec un sujet qui a pris une résonance en termes de communication assez forte, malheureusement, compte tenu de la sécheresse hivernale qui a été constatée. Je serai particulièrement attentif au niveau de notre audition sur aujourd'hui la qualité, on va dire, en même temps de l'accompagnement sur l'évolution et les nouveaux process. Mais derrière ces démarches-là, de quelle manière la recherche et les objectifs d'accompagnement sont aujourd'hui incarnés, et notamment entre la recherche appliquée et la recherche fondamentale, le sentiment que il y a un manque de lisibilité aujourd'hui entre le secteur public et privé, et on a du mal à discerner de quelle manière les résultats en même temps de la recherche et les objectifs sont vraiment partagés à l'échelle des territoires, les grands territoires, les régions bien sûr, en accompagnement ensuite avec les opérateurs régionaux et départementaux, les chambres d'agriculture et autres acteurs importants dans ce domaine. Donc j'aurai l'occasion sans doute d'y revenir et de rebondir. Je vais vous laisser rapidement la parole, bien sûr, pour vous présenter brièvement et puis rentrer dans le vif du sujet. Les premières parties de questions portaient bien sûr sur les prélèvements, la question de la sobriété et au travers du plan eau, quels étaient vos regards, vous, en termes de mise en œuvre et de mise en pratique, l'analyse de la géographie des territoires avec des tensions maintenant de plus en plus fortes sur certains qui nécessitent aujourd'hui des adaptations sans doute à mettre en œuvre assez rapidement. Sur les consommations, on va déjà démarrer sur ces premiers champs et puis on va dérouler. Je vous en prie. Bien, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs. Donc quelques mots pour me présenter. Donc Thierry Caquet, vous l'avez dit, je suis le directeur scientifique environnement d'INRAE. Nous sommes 3 directeurs scientifiques dans l'Institut. Et le portefeuille d'activité pour lequel je suis mandaté par le collège de direction concerne le changement climatique, vu sous l'angle de l'adaptation au changement climatique, mais aussi de l'atténuation du changement climatique. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Les questions de biodiversité, les questions de gestion durable des ressources en eau et en sol, et les questions plus généralement des risques
risques afférents aux pratiques agricoles, ce qui explique ma présence aujourd'hui devant cette commission. Peut-être pour une introduction très brève, revenir sur le fait que le changement climatique, alors c'est plus une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui nous affecte dans notre quotidien, qui affecte toutes nos activités, et il va se manifester, ce changement climatique, de plusieurs façons. Il y a bien sûr des changements tendanciels que l'on a en tête quand on voit les courbes d'évolution de la concentration CO2 atmosphérique et l'évolution de la température. C'est ce que le GIEC a mis en évidence depuis très longtemps. Et puis ce qui est plutôt l'objet de notre interaction aujourd'hui, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas. Alors, on mélange parfois un peu à climat et météorologie. Ce que l'on voit, c'est des phénomènes météorologiques, mais qui traduisent une altération du climat. Et ça veut dire peut-être davantage de périodes de sécheresse, plus prolongées, plus fréquentes, et de manière, je dirais pas symétrique, mais de manière parallèle, une augmentation peut-être de périodes avec des excès d'eau. Vous l'avez mentionné dans votre propos liminaire. Et puis plus globalement, ce à quoi l'agriculture et toutes les activités humaines et tous les écosystèmes, il n'y a pas que les systèmes humains qui sont confrontés, qui nous impactent, c'est la variabilité qui augmente spatialement et dans le temps. Donc des conditions plus variables qui vont nécessiter, vous l'avez dit, une capacité d'adaptation renouvelée et surtout une difficulté à prendre des décisions dans un futur de plus en plus incertain. Ce qui est très difficile, notamment quand on est dans une activité économique et en particulier en agriculture. Alors, dans ce contexte-là, une question qu'on peut se poser, c'est effectivement si l'on est plus sobre sur l'usage de l'eau, par exemple avec des protocoles ou des instruments d'irrigation plus économes en eau, s'il en existe. Passer par exemple de l'aspersion au goutte à goutte permet d'économiser 20, 30, 40% de l'eau. Est-ce que ça suffit pour passer cette période difficile que nous connaissons? Et en fait, la vision que l'on porte au niveau de l'Institut est que c'est quelque chose qui ne suffira pas. Ça fait partie de l'adaptation. C'est ce qu'on appelle souvent de l'adaptation incrémentale, c'est-à-dire qu'on ajuste des pratiques. C'est ce qu'a toujours fait l'agriculture depuis 10 000 ans qu'elle existe. Mais ce n'est plus suffisant dans un monde qui change. Et ça nous amène à penser différemment la répartition des activités agricoles peut-être au niveau du territoire, la nature de ces activités agricoles, parce que le fait de, par exemple, recourir à une irrigation renforcée, et quelle que soit la ressource en eau que l'on utilise, c'est de plus en plus considéré et observé, et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, comme une démarche dite de maladaptation. C'est-à-dire que dans un climat qui continue à évoluer et avec des aléas climatiques de plus en plus forts, on a finalement une fausse impression de sécurité en sécurisant des ressources en eau et qui empêche de penser la transformation des activités agricoles et des autres activités économiques. Il y a des exemples de plus en plus fréquents rapportés dans la littérature. Quand vous prenez le dernier rapport du GIEC, des exemples qui viennent de Chine, et puis plus proche de nous, des exemples qui viennent de l'Espagne, avec une stratégie de développement de l'offre en eau qui a été faite avec beaucoup d'installations. Vous évoquiez, Madame la Présidente, les infrastructures qui certes sont indispensables, et on aura à faire des efforts en France en termes d'infrastructures, mais baser une politique d'adaptation uniquement sur une augmentation de l'offre à un moment donné se retrouve à terme dans une situation très difficile, puisque s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de précipitations ou moins de précipitations, ces systèmes ne servent à rien puisqu'il n'y a plus d'eau à amener au niveau des parcelles. Donc infrastructure, oui. Sécurisation de l'eau, oui, mais c'est attention à ce qu'on appelle parfois en économie l'effet rebond, c'est-à-dire que plutôt que d'aller vers une plus grande économie, ça donne la possibilité peut-être d'augmenter la productivité et finalement de ne pas se poser les vraies questions en termes de réorganisation ou de transformation de nos activités agricoles. Ce qui m'amène à parler de l'évolution des régions, finalement, c'est dans le questionnaire qu'on a reçu. Les régions en tension, on les connaît, c'est le pourtour du bassin méditerranéen, c'est le Grand Sud-Ouest, avec des projections qui ont été faites par l'agence de Loire-Garonne qui montrent qu'à l'horizon 2030-2050, il va manquer 1 milliard de mètres cubes d'eau d'irrigation pour les cultures particulièrement gourmandes en eau de cette région. Et puis une zone du territoire dont on parle peut-être moins, en tout cas dans sa globalité, c'est un croissant qui part, on va dire, des terres de Lorraine pour aller jusque vers la Vendée, des sols qui sont caillouteux, peu profonds, peu riches, qui retiennent peu l'eau, ce qu'on appelle souvent les zones intermédiaires ou le croissant des renzines, c'est ce que nous disent les géologues, où là on a des productivités agricoles assez faibles spontanément, qu'on a renforcées avec de l'irrigation localement, mais qui se trouvent vraiment en grande difficulté dans un climat qui change. Donc des régions qui vont devoir se poser des questions, qui d'ores et déjà se posent des questions sur: s'engage-t-on dans une adaptation, on va dire, de conservation, coûte que coûte, ou est-on dans une logique de transformation? Et dans les démarches que nous poursuivons avec nos partenaires, vous évoquiez, monsieur le rapporteur, nos partenaires de la recherche et développement, et puis les chambres d'agriculture, les instituts techniques, eh bien, on est dans une logique de transformer l'agriculture avec
une augmentation de la diversité, par exemple, des cultures mises en place, une vision différente du parcellaire, de la gestion des paysages, pour retenir davantage l'eau. Lorsqu'il y a de l'eau, lui permettre de s'infiltrer. Parce que la meilleure réserve en eau que l'on peut reconstituer, c'est l'eau qui est sous nos pieds. Bon, ça paraît banal de le dire, mais ralentir le cycle de l'eau qui a été accéléré par exemple par l'artificialisation, par un certain nombre d'actions humaines, c'est quelque part une mesure sans regret, parce que ça permet de réinfiltrer de l'eau que l'on va pouvoir utiliser ensuite pour différents usages. L'agriculture, c'est en gros 3 milliards de mètres cubes d'eau prélevés chaque année sur les 33 milliards de mètres cubes en moyenne que l'on prélève pour les activités humaines, mais c'est aussi de l'eau qui peut servir à d'autres activités, et ce qui nous amène à un premier élément aussi de discussion possible, c'est que fait-on à l'échelle des territoires? Quel est le projet de territoire quand on va raisonner cette adaptation? Est-ce que c'est un territoire qui doit rester uniquement agricole? Si oui, avec quelle production? Doit-on maintenir coûte que coûte la production viticole dans certaines régions, par exemple? Parce que la vigne elle-même, qui est une espèce très résistante, a besoin d'eau, donc ça pose une vraie question. Et puis, lorsqu'on fait de la production agricole, quelle valeur ajoutée produit-on pour le territoire? Est-ce que cette valeur ajoutée, elle est produite ailleurs, finalement, quand on exporte des matières premières végétales pour faire de l'alimentation animale, où les aliments sont fabriqués ailleurs, et ils reviennent après pour de l'élevage. Donc toutes ces questions, à la fois d'impact économique, mais aussi d'impact environnemental, doivent guider les projets de territoire. Alors la loi prévoit les projets de territoire pour la gestion de l'eau, le fameux PTGE, dont tout le monde a entendu parler. On en a beaucoup parlé aux assises de l'eau, on en a reparlé au Varenne de l'eau, et on a reparlé au moment du lancement du plan eau, mais ça fait partie de ces réflexions collectives et incarnées dans les territoires que l'on doit accompagner. Et je terminerai peut-être pour ce propos liminaire sur le point que vous évoquiez, monsieur le rapporteur, sur le lien entre finalement la connaissance fondamentale que nous générons dans un organisme comme INRAE, mais aussi notre devoir de recherche finalisé en appui à l'agriculture et aux autres activités humaines et à la gestion des écosystèmes, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette logique-là. Alors peut-être que c'est pas visible, on y reviendra, c'est possible, mais en tout cas, nous déployons sur ce sujet-là comme sur d'autres des actions communes avec nos partenaires des instituts techniques, agricoles notamment. Alors, les termes sont un peu techniques, mais c'est une réalité, je dirais, de la vie de nos unités. Ça peut être des unités mixtes technologiques, donc partagées avec un institut technique. Alors ça peut être Arvalis dans les grandes cultures, l'Institut français de la vigne et du vin pour la viticulture. Je prends ces deux exemples-là, mais il y en a plein d'autres, sur l'élevage aussi. Ça peut être des réseaux mixtes technologiques, là, qui sont plutôt des think tanks, où on met en commun des connaissances et des questions pour proposer des projets de recherche finalisés, par exemple dans les appels d'offres du CASDAR ou dans d'autres types de financement. Et puis c'est de manière plus concrète et peut-être plus opérationnelle, mais certes insuffisamment visible et sûrement à renforcer, un dispositif qu'on a mis en place maintenant depuis, je pense, 4 à 5 ans, partagé entre INRAE, l'ACTA et les chambres d'agriculture France, qui est une cellule qu'on appelle la cellule recherche, innovation, transfert, où des agents des 3 établissements ou des 3 partenaires travaillent ensemble pour porter à la connaissance des agriculteurs notamment un certain nombre d'outils d'aide à la décision, de gestion. Dans le domaine qui nous préoccupe aujourd'hui... Je me permets de vous interrompre, donc tout va bien. Non, attendez, j'ai pas fini. Je vous ai dit qu'il fallait le renforcer. Je me permets juste, si vous permettez, je vais revenir. Il y a 2 choses. Il y a la connaissance, elle existe. Elle est mobilisable, elle commence à être mobilisée. Je reviens sur la cellule recherche, innovation, transfert. Dans le cadre du Varenne de l'eau, nous avons travaillé avec nos collègues de l'ACTA, avec nos collègues des chambres d'agriculture, pour produire un guide, ou des éléments de guide pour les agriculteurs, pour l'adaptation au changement climatique, notamment vu sous l'angle de la ressource en eau. Et c'était bien avant la sécheresse de 2022, puisque les premiers documents sont sortis au tout début, fin 2021, tout début 2022. Ce document, c'est une infographie, c'est de la connaissance. Si les gens ne se l'approprient pas, ça pose une question. Et là, on ne va pas assez loin. Deuxième élément, pour aller un cran plus loin, c'est les actions qui sont en cours de réflexion. Et vous êtes vraisemblablement au courant sur le projet de pacte et de loi d'orientation agricole qui est porté par le ministre de l'Agriculture, où 3 groupes de travail ont été mis en place, dont l'un est coprésidé par Philippe Mauguin, directeur général d'INRAE, pour justement travailler sur comment accompagne-t-on l'installation des nouveaux agriculteurs à une époque où plus d'un tiers de ces agriculteurs va partir à la retraite. Il n'y en a plus beaucoup, ils partent malheureusement à la retraite. Et donc, les nouveaux arrivants, comment leur permettons de se projeter dans un monde inquiétant, parfois anxiogène? Quand j'interviens sur ces sujets, on me dit « vous êtes anxiogène, mais il ne faut pas se voiler la face ». Dans un monde incertain, en donnant des éléments factuels, des éléments quantifiés, des éléments de stratégie pour construire leur propre stratégie d'exploitation. Et ça commence dès la formation dans les lycées agricoles et dans tout l'accompagnement qu'on souhaite mettre en place avec le conseil agricole, avec les instituts techniques et les chambres. Alors effectivement, je vous rejoins sur le fait de dire qu'on a peut-être toutes les briques,
On a un peu une idée des plans de la maison que l'on veut construire avec ces briques, et ce qui nous manque peut-être, c'est la maîtrise d'ouvrage pour vraiment construire la maîtrise d'œuvre pour construire cette maison et la rendre habitable et vivable. Je m'entendrai là si vous voulez, puis on peut peut-être commencer à aborder le champ des questions. C'est plus important, je pense. Oui, quand même, mais il faut tirer ça au clair jusqu'au bout sur les liaisons avec les conseils régionaux aujourd'hui, qui sont donc en capacité de pouvoir accompagner les évolutions de certains process technologiques, industriels et agricoles, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a là des passerelles mises en place qui sont aujourd'hui suffisamment efficaces? On voit des différenciations dans la levée des fonds européens aujourd'hui et dans la stratégie régionale, les stratégies régionales, hein, dans ce cas de figure. Certaines d'entre elles créent bien les conditions d'accompagnement, notamment des filières agricoles et notamment sur les problématiques d'irrigation, d'autres non. Donc on voit qu'il y a des variations territoriales qui sont importantes. Peut-être quelques éléments. Sur la question régionale, alors vous le savez sans doute, INRAE a cette caractéristique d'être un institut distribué sur l'ensemble du territoire, métropolitain et ultramarin, parce que nous sommes présents aussi aux Antilles et en Guyane. Et nous travaillons avec toutes les régions qui souhaitent bien travailler avec INRAE. Alors quand nous travaillons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons mis en place depuis plus d'une quinzaine d'années des programmations conjointes avec les régions, où INRAE apporte, outre ses compétences, des ressources financières qui sont équilibrées par des contributions des régions. Et donc ce sont des plans je dirais, pluriannuels de programmation de la recherche finalisés, très finalisés. Et le nouvel outil que nous avons lancé maintenant depuis 2 ans s'appelle TETRAE. Alors ça ne veut rien dire, enfin ça veut dire, ça ne se décline pas dans un acronyme, mais c'est vraiment des négociations de gré à gré avec les conseils régionaux, et donc les porteurs de la politique de recherche et développement dans ces régions, pour co-construire des projets de recherche pour le développement rural et territorial. Vous avez un document de synthèse sur le sujet? Alors on pourra vous faire parvenir effectivement la plaquette de présentation du projet. Alors TETRAE a démarré, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a 2 ans. Donc on commence à avoir une liste de projets qui démarre. Donc on n'a pas de bilan, mais ça fait suite à 4 actions de même type pluriannuelles sur lesquelles beaucoup de projets de recherche ont été cofinancés. En général, c'est 1 euro mis par INRAE et 1 euro, donc on parle de quelque chose de 1 à 2 millions d'euros par an. 1 euro par les régions. Certaines régions vont plus loin, sont mieux disantes, mais 2 ou 3 euros pour 1 euro INRAE. Et avec effectivement une thématisation qui n'était pas forcément axée sur le changement climatique dans les programmes il y a 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais qui sur la campagne en cours sont beaucoup de projets en lien avec l'adaptation au changement climatique dans différentes régions. Alors toutes les régions n'ont pas, adhéré forcément spontanément à la démarche. L'idée c'est de créer un peu des pilotes et que ça devienne quelque chose de plus général. L'autre approche sur laquelle, alors INRAE ne peut pas être maître d'œuvre, mais peut participer, et nous participons à des projets, ce sont les démonstrateurs territoriaux qui ont été mis en place dans le cadre de France 2030, en accompagnement avec un certain nombre de stratégies d'accélération, notamment la stratégie d'accélération sur le déploiement de l'agroécologie. Donc ce sont des projets qui de fait doivent être portés par des collectivités locales et territoriales, ou des acteurs des territoires. Donc INRAE apporte ses compétences scientifiques en termes de recherche, R&D, expertise sur par exemple la mise à disposition d'outils, la définition d'outils d'intermédiation avec des acteurs, et ça c'est des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas être pilotes puisque la loi, entre guillemets, en tout cas la réglementation nous y interdit, mais nous sommes partenaires. Et puis l'autre troisième dispositif, alors qui est un peu antérieur, est celui des territoires d'innovation. On a appelé pendant longtemps des territoires d'innovation de grande ambition, montant des territoires d'innovation. Je vais prendre un exemple, alors qui n'est pas forcément sur l'adaptation au changement climatique tel qu'on le voit aujourd'hui dans cette interaction, mais qui est plus sur comment un territoire s'empare de la question de son approvisionnement alimentaire dans une logique de diversification, de sécurisation. C'est le territoire de la métropole de Dijon, donc Dijon Métropole, où nous avons une action dans laquelle nos chercheurs du centre de INRAE de Dijon sont très impliqués sur justement comment on déploie à l'échelle d'un territoire la transition agroécologique des productions agricoles dans un but à la fois de sécurisation de la production agricole et de qualité des productions alimentaires pour les citoyens du territoire. Dans le cadre d'un PAT, alors programme alimentaire territorial aussi. Les pâtes, les pâtes c'est de plusieurs échelles. On a des collègues qui travaillent avec les porteurs de pâtes. Là, Dijon, c'est un peu plus grand qu'un pâte, mais c'est un peu l'idée. Non, il n'y a pas de. Les pâtes, ils peuvent être sur un syndicat mixte de territoire. Oui, là, c'est Dijon Métropole, c'est l'ensemble du territoire. Programme alimentaire territorial. Ah, merci. Donc,
On a tendance tous à utiliser nos propres acronymes, c'est toujours un peu délicat. Donc, c'est une vision pixelisée, mais on ne peut pas être, bien sûr, présent partout. L'idée, c'est d'être en capacité, et c'est pour ça qu'on a cette cellule innovation transfert, et qu'on déploie des outils, on va dire aussi, de diffusion de la connaissance, de mise à disposition de la connaissance. Toutes nos données produites sont des données ouvertes. Toutes nos publications, à partir du moment où elles sont financées sur des ressources publiques, sont des publications ouvertes. Ce qui manque vraisemblablement, et je vous rejoins, c'est la capacité à démultiplier et à engager la transformation à grande échelle pour un grand nombre d'exploitants agricoles. Et peut-être pour terminer sur ce point, en tout cas à ce niveau de la discussion, on parle depuis tout à l'heure, et moi le premier, de production, différentes productions, diversification, mais ce qui doit se mettre en place, c'est pas simplement une transformation des activités à l'échelle des exploitations, des exploitants agricoles, c'est vraiment les chaînes de valeur associées qui doivent être capables de s'adapter à des nouvelles productions plus diverses, différentes, qui rencontrent qui s'articulent avec des transformateurs, avec des distributeurs et des consommateurs. Vous parliez de l'implication des régions. Je vais prendre un exemple très concret dans lequel l'INRAE a participé sur une période d'à peu près 10 ans au déploiement et à l'installation d'une nouvelle filière agricole en région sud-ouest, en région toulousaine, en Occitanie, avec l'agence de l'eau Adour-Garonne, avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, avec le conseil régional d'Occitanie. C'est une filière de légumineuses à graines. Alors, les légumineuses, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, ce sont des plantes qui sont un peu magiques. Alors les légumineuses à graines, c'est pois chiches, lentilles, et c'est des bonnes. C'est intéressant comme culture parce que d'abord c'est assez économe en eau, en tout cas sur une saison de culture, et puis ce sont des plantes qui se passent d'intrants azotés, d'engrais azotés, puisqu'elles fixent l'azote de l'air. Et donc la mise en place de cette filière, elle a pris à peu près une dizaine d'années, mais ça veut dire qu'il faut être capable d'aller jusqu'à la distribution, à la marque, mais c'est un accompagnement de l'ensemble des acteurs. C'est la région, ce sont les deux agences de l'eau, qui, elles, ont des préoccupations à la fois sur la quantité de la ressource, mais la qualité aussi de la ressource, et donc qui ont mis en place cette filière de légumineuses. Donc, INRAE a apporté son savoir-faire sur l'agronomie, sur la gestion des sols, la gestion de l'eau, mais aussi sur la vision économique de ce développement, puisque le producteur, comme le transformateur, comme le distributeur, est un acteur économique, et donc il doit vivre de son activité. Et donc la transformation de la chaîne de valeur est obligatoire dans cette logique d'adaptation. Ce n'est pas uniquement le niveau de la production qui doit évoluer. S'il n'y a pas le marché, ça ne marche pas. Mais par exemple, quand il y a des nouvelles filières qui se mettent en place, à peu près ça fait 10 ans. Moi je suis en Champagne-Crayeuse, anciennement Champagne-Pouilleuse, donc il faut vraiment beaucoup d'arrosage pour qu'on ait des rendements intéressants. Et là on faisait uniquement, c'était toutes les céréales, et depuis une dizaine d'années c'est la filière pommes de terre. Il faut énormément d'eau. Oui. Et ça, sur la craie, je veux dire, ça ne fixe pas du tout. Et il y a des entreprises qui sont venues s'installer, il y a de la transformation. Qu'est-ce que ça va devenir? Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'eau. Et tous les agriculteurs dans le secteur sont partis dans la pomme de terre. Vous décrivez, je pense, une situation que malheureusement on peut transposer dans pas mal de régions, c'est qu'effectivement, à partir du moment où un outil industriel, une production à vocation industrielle, je vais l'appeler comme ça, et c'est pas péjoratif quand je parle de production à vocation industrielle, qui est une culture sous contrat, c'est-à-dire que l'agriculteur s'engage à produire telle qualité. Alors pour les pommes de terre, tout le monde a entendu parler dans la sécheresse 2020, tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, des conflits entre un grand industriel de la pomme de terre que je ne nommerai pas, je vais faire une publicité clandestine, et puis les producteurs de pommes de terre dans les Hauts-de-France, où finalement les pommes de terre livrées étaient inférieures au calibre de ce qui était dans le contrat de vente. Certaines productions ont été refusées parce que de taille inférieure, ou achetées à vil prix puisque c'était hors du cahier des charges voilà. Donc ça veut dire que si on réfléchit en se projetant à 2030, ou même 2030 c'est demain maintenant, il va très très vite, et un peu au-delà, c'est pas simplement le choix de la production qui doit être fait, mais c'est les cahiers des charges qu'on y associe, et c'est le dimensionnement et l'évolution de l'outil industriel qui est derrière. Alors, vous pourrez me dire, il y a peut-être des gens qui vont considérer que si on ne peut plus produire dans votre région ou dans d'autres régions, on va les produire ailleurs. Une espèce d'échappement, on sait que ça se produit, on sait qu'il y a une tendance à ça. Et
vraisemblablement, l'un des leviers à activer, c'est effectivement, au travers de la concertation avec les filières, de pouvoir réfléchir. Alors on parle beaucoup de réindustrialisation, mais l'évolution de l'outil agroalimentaire français qui a été très performant à une période où les conditions le permettaient, depuis, je dirais, fin des années 50 jusqu'au début des années 90, puisqu'on a commencé dès le début des années 90 à avoir des rendements quand même qui plafonnaient pour les céréales et autres. Et cet outil qui a coûté très cher à installer, cette hyper spécialisation de certaines régions. Alors moi, j'habite en région Bretagne, vous voyez un peu l'agroalimentaire en Bretagne, ce que ça représente en termes de, je dirais, de poids économique et de contraintes aussi sur l'environnement. Eh bien, c'est toute cette géographie agroalimentaire qu'il faudrait pouvoir se permettre de repenser, alors sans être dans la coercition, mais au moins de se projeter dans des visions différentes. Et dans vos questions, vous évoquiez le fait, est-ce que finalement on peut imaginer des productions constantes ? Simplement en ayant un levier d'adaptation qui est l'eau, ma réponse sera non, parce qu'on n'aura pas assez d'eau partout où on en aura besoin pour adapter les cultures. Et donc ça veut dire que, outre les évolutions à l'échelle locale et la réflexion à l'échelle locale, il faut une certaine planification, dans le bon sens du mot planification, de l'évolution de la géographie agricole de la France, si c'est possible. Ça paraît un peu illusoire ou peut-être idéologique, je ne sais pas, mais c'est quelque chose sur lequel il faut en tout cas qu'on se permette d'avancer, parce que le maintien du statu quo semble extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour l'eau, mais aussi pour la qualité des sols, mais aussi pour la pression sur la biodiversité, l'eau n'étant qu'un des éléments, bien sûr, d'un système beaucoup plus complexe. Alors, dans les questions que vous abordiez, si je peux me permettre pour avancer, parce que le temps passe vite et je suis très bavard. Et vous savez qu'on a les questions au gouvernement à 15h. Eh oui, je sais que vous avez des contraintes. Donc, alors, juste 2 points. Dans les points que vous avez abordés, je vais les regrouper. Il y a quelque chose qu'on nous présente souvent, que certains présentent souvent comme étant le levier ou la solution magique, c'est l'amélioration des variétés, la génétique qui va sauver l'agriculture. On en a beaucoup parlé pendant le Varenne de l'eau, auquel j'ai participé. En fait, l'amélioration des variétés, c'est quelque chose de continu depuis des décennies, avec des outils différents, mais on continue finalement à choisir les meilleures variétés, etc. Donc ça apporte des solutions ponctuelles, mais c'est qu'un élément de la solution. Il faut vraiment le combiner avec plein d'autres outils, la diversification, avec un travail du sol différent, etc. Donc la génétique peut faire des choses, mais elle ne peut pas tout. Et ça me permet de placer je dirais pas un slogan, mais un des éléments que j'aime à rappeler quand j'interviens sur ce genre de sujet, c'est qu'il faut éviter de faire croire à certaines personnes mal informées que l'on peut faire pousser des plantes sans eau. De manière totalement, qu'elle soit une plante d'intérêt agronomique ou une plante sauvage, elle a besoin d'eau pour pousser, faire ce qu'on appelle de la biomasse, donc de la croissance, et faire des graines, des fleurs, des graines si c'est une plante à fleurs. Pourquoi ? Parce que finalement, toutes les plantes fonctionnent avec un même mécanisme vivant qui est la photosynthèse, que nous n'avons pas. Elles respirent comme nous, mais elles ont en plus la photosynthèse qui leur permet, à partir du flux d'eau qui part des racines vers l'atmosphère, au travers des feuilles, au niveau des feuilles notamment, en général, sous l'action du rayonnement solaire et en présence de CO2, eh bien, on a production de sucre. On a souvent appris ça à l'école, les plantes en C3, les plantes en C4, j'en rentre pas dans le détail. On forme des sucres, ça forme de la biomasse, ça forme des réserves de la plante. Une plante qui vit dans le désert, elle fonctionne comme ça, comme du maïs, comme de la luzerne. Simplement, la quantité d'eau disponible est variable. Ce qui fait qu'une plante qui n'a pas beaucoup d'eau à sa disposition, alors elle peut en stocker dans ses tissus, on a tous vu de l'aloe vera, les tissus sont riches en eau, mais s'il n'y a pas d'eau pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la plante va peut-être végéter, mais elle ne va pas pousser, pas se développer. Donc même une plante désertique a besoin d'eau à un moment donné, ne serait-ce que pour fleurir. Vous avez vu des images de désert après une pluie, toutes les plantes fleurissent, produisent leurs graines, parce que pendant des années, elles n'ont pas pu le faire, y compris dans le désert d'Atacama au Pérou. Donc pour qu'il y ait de la production de matière vivante, donc de biomasse notamment agricole, mais c'est vrai pour les arbres aussi, il faut de l'eau, il faut de la lumière solaire et il faut du CO2. Pour la plupart des plantes, c'est comme ça que ça marche. Donc sans eau, pas de production alimentaire. Donc ça, c'est un invariant, c'est les plantes qui nous imposent ça. Et à partir de là, donc ce qu'il faut imaginer, c'est quelle plante, quelle culture, à quel endroit, en fonction de ce qu'on en a comme ressources en eau pour l'instant et ce qu'on prévoit comme ressources en eau dans le futur. Et c'est là qu'on se pose des questions sur quels seront les endroits favorables pour telle ou telle plante en fonction de ses besoins en eau. Donc il y avait des questions, je ne vais pas entrer dans les chiffres, je pense qu'on vous les communiquera, mais les besoins en eau sont très différents selon le type de sol, selon la température. Donc c'est difficile de dire il faut tant de millimètres d'eau pour le maïs ou tant de millimètres d'eau par an pour le blé. On sait simplement qu'avec... on sait. Donc les chiffres qui circulent le plus souvent, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut à peu près la même quantité d'eau pour faire 100 kg
de grains de maïs ou 100 kg de grains de blé, simplement, et parfois même un peu plus d'eau pour le blé que pour le maïs, mais ce n'est pas la même période de l'année. Donc, avoir des espèces qui fleurissent plus tôt, ou là, enfin, en tout cas, quand on n'est pas comme cette année avec une sécheresse printanière très forte, bah, ça peut être intéressant. De la même manière, on présente souvent le sorgho comme étant une plante qui pourrait remplacer, qui va remplacer le maïs. C'est vrai, ça peut être vrai dans certaines régions. Alors, il faut être honnête, et là on parle des limites aussi, y compris de la recherche agronomique. Il y a eu beaucoup plus d'investissements sur la recherche, sur l'amélioration variétale du maïs que sur le sorgho, en France comme dans beaucoup de pays. Maintenant, il y a des consortiums qui se montent au niveau européen. INRAE en fait partie avec nos collègues du CIRAD, parce que le sorgho est une plante tropicale, donc qui vient notamment en Afrique. Et donc, il y a un consortium sur l'amélioration génétique du sorgho, donc il y a des progrès. Mais le sorgho, si vous le semez et qu'il ne pleut pas, eh bien, votre graine ne germe pas. Et en 2022, les agriculteurs qui sont passés sur sorgho plutôt que maïs, ont été dans certaines régions très pénalisés parce qu'il n'a pas plu. Ils ont fait 0 ou 2 quintaux à l'hectare de sorgho parce qu'il n'y avait pas d'eau au moment le plus critique. Donc cette présence de l'eau, elle est indispensable. Donc ajuster éventuellement l'irrigation, parce que c'est pas un gros mot l'irrigation, hein. Les retenues en eau ne sont pas non plus systématiquement à proscrire, mais c'est vraiment dans un projet d'une agriculture de résilience, donc qui se permettent, qui puissent continuer à produire, même dans des conditions qui sont devenues assez défavorables, et en ayant une production qui à la fin peut être vendue et consommée. Et je terminerai peut-être sur une des questions, puis après il y a peut-être d'autres questions qui vont m'être posées, sur la partie réutilisation des eaux usées. Il y a beaucoup d'éléments dans votre questionnaire, puisque ça a apparu, alors on a commencé à en parler en 2018-2019 dans les assises de l'eau. On en a reparlé en disant on va multiplier par 3. Voilà, alors, 3 fois pas grand-chose, ça fait pas grand-chose, toujours. On essaie d'identifier les freins aujourd'hui. Alors les freins, je focalise sur 4 freins principaux. Les normes sanitaires, moi je vais le dire comme ça, avec donc le décret européen qui est en application, qui passe en application de la loi française à partir du mois de mai de cette année. Alors j'ai plus la date exacte, mais enfin vous devez savoir ça mieux que moi. Il y a un décret qui encadre la réutilisation des eaux usées traitées, qui est sorti alors en Europe en 2020 et qui est en application pour la loi française en 2023 et qui semble être, alors il faut regarder dans le détail, plus drastique que ce que propose l'ARS. Donc vous allez dire ça va pas forcément dans le bon sens. Enfin, j'y reviendrai. Je n'ai pas forcément tout en tête, hein, c'est dans mes notes. Le deuxième point, c'est un problème technique, parce que cette eau à traiter. Oui. À l'heure actuelle, il est déjà possible de faire de l'irrigation agricole à partir des eaux. Bien sûr, la pomme de terre primeur de Noirmoutier, c'est l'exemple que tout le monde utilise. Personne ne le fait, c'est peu, sauf quelques exemples. L'île de Ré, Noirmoutier, et puis ça commence à se développer dans certains territoires des Suds. On est parfaitement conscient que ça ne peut pas se faire partout. La route, il vaut mieux la mobiliser en zone littorale, etc. D'accord. Ici, on a bien fait le tour. Il y a quand même des freins aujourd'hui qui sont un peu incompréhensibles. On a l'impression qu'il y a des coups de pouce qui ne sont pas lancés comme il faudrait. Alors, je dirais que peut-être un frein dont on parle moins, parce qu'il est beaucoup plus difficile à appréhender, c'est la perception. C'est-à-dire, vous êtes un consommateur, et on a des collègues à Montpellier qui travaillent sur ces aspects-là, à la fois avec des étudiants d'agronomie Montpellier, donc qui sont au fait quand même de la question, qui sont censés être éclairés, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais connaître les tenants aboutissants de la question, avec des viticulteurs, avec des agriculteurs. Quand vous posez la question à des gens sur le principe théorique, seriez-vous prêt à acheter cette salade, ce vin produit avec une irrigation à base d'eau usée traitée? Au début, quand on vous dit, ok, oui, bien sûr, dans le principe, je suis tout à fait d'accord. Dans le principe, je suis tout à fait d'accord. Après, acte d'achat. On dit, voilà, on vous donne 50 €, c'est l'économie expérimentale, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais Pic Saint-Loup, je ne fais pas de publicité ni pour le vin, mais bon, le Pic Saint-Loup est un terroir bien connu, très belle appellation, voilà. Eh bien, à peu près 20 à 25% des gens qui vont acheter du vin, si vous leur expliquez que ce vin a été produit avec une eau usée traitée, versus l'autre, ils vont acheter l'autre. Même si, indépendamment de l'acte d'achat, ils sont dans une logique, mais bien sûr, il faut diversifier, il faut sauver l'agriculture. Donc, il y a... Tout à fait d'accord. Et c'est encore plus vrai pour des produits de maraîchage. Si vous parlez de fruits, de légumes, c'est encore plus vrai. Et peut-être quelque chose qui est beaucoup plus difficile à capter, c'est les agriculteurs eux-mêmes, certains agriculteurs qui sont averses au fait d'utiliser des eaux usées traitées au cas où il y ait, et malheureusement c'est déjà arrivé, historiquement et plus récemment, un défaut de traitement et donc des problèmes, on va dire, de santé, voire de mort de consommateurs. L'affaire des graines bio en Allemagne avec, je ne sais plus, 10 ou 15 morts, c'est en partie des questions de qualité sanitaire de l'eau utilisée pour faire germer les graines. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Puis les épidémies du choléra au 19e siècle... alors...
Les traces de médicaments, c'est tout le problème du post-traitement. Les eaux, si vous voulez, les eaux usées qu'on rejette actuellement dans le milieu naturel, dans la plupart des stations d'épuration, vous n'enlevez pas les produits phytosanitaires, leurs métabolites, voire la question des métabolites d'herbicides, S-métolachlore et autres dans l'eau du robinet en France. C'est un exemple, hein. C'est de l'eau du robinet, hein. C'est pas de l'eau qu'on rejette en rivière. Donc imaginez une eau qu'on rejette en rivière. Ce sont les résidus de médicaments, les perturbateurs endocriniens, peut-être certains microplastiques, donc des contaminants. Alors on peut peut-être les éliminer, on peut les éliminer. Il y a une technique qui marche très bien, ça s'appelle l'osmose inverse. L'osmose inverse, sauf qu'après, il faut remettre des éléments minéraux dans l'eau parce que l'eau elle est toxique en fait, parce que l'eau trop pure est toxique. Donc on a ce problème-là quand même. Donc c'est un problème de coût aussi. Et de coût de l'énergie. Voilà, donc, mais c'est pas pour dire qu'il faut s'en passer. C'est comme, enfin, si je veux, peut-être le dernier mot avant de répondre à vos questions, c'est que il faut se sortir de l'esprit qu'il y a une solution, un levier unique à tous nos problèmes. C'est forcément des assemblages. Voilà, c'est une brique parmi d'autres qui sera valable à l'endroit Y, pas à l'endroit X. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je veux bien commencer. La France, elle a une particularité quand même, c'est d'être entourée par des eaux en général, d'être une partie atlantique, toute la partie Méditerranée. Alors c'est certainement plus simple de rechercher des sources d'eau douce à traiter que de dessaler l'eau de mer. Mais néanmoins, dans une période où on parle de montée des océans, où on parle de pénurie d'eau douce, est-ce qu'il y a des travaux de recherche qui sont menés dans cette direction? On rétorque souvent que c'est un problème de coût, évidemment, avec une énergie qui est nécessaire, qui est importante pour dessaler l'eau de mer. Mais est-ce que ce n'est pas une solution envisagée sur le long terme? Et est-ce que vous participez à des travaux de recherche dans ce domaine particulier? Je vais commencer par répondre à votre dernière question. La réponse est non. INRAE n'est pas mobilisé à ma connaissance, hein, qui n'est pas forcément exhaustive. Il y a 12 000 personnes à INRAE, je ne sais pas ce que chacun fait dans son labo, mais j'ai une vision à peu près complète. En fait, INRAE n'a jamais été à ma connaissance impliqué dans des travaux sur le dessalement de l'eau de mer. Alors, on est plutôt sur, on va dire, pour les gens qui dans l'Institut travaillent sur ces questions, plutôt sur l'amélioration de la qualité des eaux usées. Alors, d'une part, pour en retirer peut-être des éléments on va dire, valorisables, des engrais par exemple, à partir d'azote et de phosphore qui sont dans nos eaux usées, améliorer les traitements et sur l'impact de ces rejets sur les milieux, sur la réutilisation des eaux usées traitées près de Montpellier, à Murviel et Montpellier, on a une installation pilote, on teste des processus. On parlait des limites, par exemple, on travaille sur le fait que de l'eau usée, traitée, utilisée en irrigation, elle encrasse les tuyaux d'irrigation, c'est un vrai problème, des biofilms qui se développent, des cristallisations qui se développent, on bouche les tuyaux avec de la réhute qu'on n'a pas avec de l'eau brute, parce que là-dedans se développent beaucoup de micro-organismes qui font des biofilms et qui bouchent. Bon. Et par rapport à votre première question sur le dessalement, c'est encore une fois ponctuellement, pourquoi pas. Sur certaines îles antillaises, ça se développe, hein, y compris sur les territoires français, sous autorité française bien sûr. Il y a la question de l'énergie que vous soulevez et qui est une question cruciale parce que évaporer de l'eau, il faut beaucoup d'énergie. Alors il y a l'osmose inverse qui fonctionne, mais après il faut reminéraliser l'eau, donc ça rajoute des coûts. Et puis il y a quand même qu'est-ce que l'on fait de tout ce qu'on extrait de l'eau de mer, des saumures. Et l'un des principaux impacts sur l'environnement, parce qu'il ne faut jamais oublier l'environnement, c'est que le rejet de ces saumures, ça pose un vrai problème. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est des concentrations de sel énormes, pas valorisables ou peu valorisables. Et donc là, on a un impact collatéral du dessalement qui est effectivement une pollution par des sels qu'on va épandre à terre ou qu'on va remettre dans le milieu naturel. Donc, on va créer des déchets et un problème de pollution. Alors techniquement, on sait faire. Les pays du Golfe, certains pays du Golfe le développent. Hein. Si l'énergie n'est pas chère, c'est faisable. À petite échelle, c'est faisable. On pourrait pourquoi pas imaginer du dessalement avec, et certains y pensent, je pense en Australie notamment, avec des énergies renouvelables, avec le solaire, de l'éolien et autres. Mais il y a quand même toujours cette question des saumures. Qu'est-ce que l'on fait de ce concentré de sel? Donc ponctuellement, pourquoi pas. Plus généralement, ça me paraît difficilement envisageable. Ça a d'ailleurs. Oui, je veux bien vous poser deux questions. La première, c'est sur l'osmose inverse, parce que je suis sénateur du Val-de-Marne et il y a un projet sur l'Île-de-France. Ce que j'ai compris de ce projet, c'est que les déchets sont rejetés en aval. Ce qui, évidemment, pose un petit problème, parce qu'au fond, on purifie l'eau, on la repollue, enfin, on la reminéralise en rajoutant de l'eau non traitée, mais les déchets extraits, pour des raisons sans doute de coût,
sont remis au fond dans la rivière en aval, enfin dans le fleuve en aval du traitement. C'est-à-dire qu'on renvoie l'eau finalement encore plus dégradée pour Rouen. Enfin bon, je veux pas soulever de guerre des territoires, mais j'avoue que puis je le fais un tout petit peu exprès parce que ça m'interroge. Enfin, je suis un élu métropolitain qui pense aux solidarités nationales, et donc ça m'interroge que on met 1 milliard pour traiter l'eau comme ça et renvoyer nos déchets aux autres. C'est un peu comme le dessalement avec les saumures. Donc, est-ce que c'est bien comme ça et est-ce que c'est bien raisonnable de remettre des déchets? Et ma deuxième question, vous avez parlé des PTGE, du travail entre comment mieux faire connaître vos travaux et partager vos travaux avec les régions, les décideurs politiques. Et vous avez parlé à propos de l'exemple de la pomme de terre, des acteurs économiques. Et moi, je suis frappé du sentiment que les agriculteurs sont souvent, au fond, dans des pièges, parce qu'ils ont des commandes pluriannuelles. Donc, si eux décident de modifications, encore faut-il que l'agro-industrie, derrière, accepte et participe. Donc, est-ce que ces acteurs industriels sont dans les débats sur l'adaptation au changement climatique Sur la question de l'osmose inverse, je connais pas, enfin, j'ai vaguement entendu parler du projet. Ce que vous décrivez, c'est ce que j'ai décrit pour le dessalement, c'est-à-dire qu'on va concentrer des éléments indésirables au sens large. Alors ça peut être des micropolluants comme des sels minéraux naturels. Et donc, si on ne nettoie pas les membranes, ça finit par s'encrasser et donc on a des déchets. Et effectivement, il peut y avoir une tentation de les remettre dans le milieu naturel. Je veux dire, si ce sont des éléments minéraux comme du carbonate de calcium, du sodium, c'est pas très grave, ça va se diluer. Si ce sont des contaminants de type produits phytopharmaceutiques ou médicaments, ça paraît, de mon point de vue, je ne connais pas le projet dans le détail, ça me paraît, en théorie, en tout cas, quelque chose d'assez peu recommandable. Voilà. En plus, moi, ma formation initiale est sur l'écotoxicologie, donc l'impact des substances chimiques sur les milieux aquatiques. Plus on en enlève, mieux c'est. Donc, les remettre plus concentrés en aval d'une installation, ça ne me paraît pas du bon sens, en tout cas, vu de mon point de vue d'écologue et d'écotoxicologue. Et la solidarité amont-aval que vous évoquez, quelque part, finalement, elle est extrêmement importante dans tout ce qu'on discute ici. C'est-à-dire que l'adaptation, elle ne doit pas se raisonner, notamment, et y compris sur la réutilisation des eaux usées traitées. Hein. On pourrait se dire, en amont, on va récupérer plein d'eau, on va la réutiliser nous, et en aval, tant pis pour eux, ils sont en aval. Enfin, c'est des débats qui peuvent paraître comme ça, un petit peu, je dirais, hors sol. Or, moi, j'ai eu ce type d'interrogation de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté, où ils ont commencé à se poser des questions sur faut-il développer la réhute sur trois bassins versants en plus, 3 agences, c'est compliqué, en tête de bassin versant. Et ils ont dit, non, finalement, parce qu'en aval, ils vont plus rien avoir, donc ils ont renoncé à certains projets. Donc, je pense que ce que vous décrivez est une situation qui me paraît assez critique. Sur la partie aval, enfin les industries agroalimentaires, en fait, elles ne sont pas complètement industrie agroalimentaire au sens large. Hein, donc tout ce qui va être à la fois l'approvisionnement, le conseil et puis l'achat, la transformation, il y a des volontés d'adaptation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs stratégies et il n'y a pas une entreprise qui a une seule stratégie. Il y a cette tentation d'aller voir ailleurs si c'est possible. L'échappement que j'évoquais, ça trouve de plus en plus ses limites parce que le changement climatique, il impacte à peu près partout quand même. Et donc d'un point de vue économique, il y a une certaine rationalité quand même, imaginer quand même les solutions d'abord locales, mais c'est pas toujours le cas. Je n'ai pas de nom à vous donner, mais on peut imaginer qu'il y a des solutions de facilité, de se dire je peux plus faire telle production, je sais pas, de pommes de terre dans le nord de la France, je vais aller le faire en Grande-Bretagne. On a eu l'exemple, c'est un peu emblématique, des vignes que certains ont commencé à installer en Angleterre pour faire du champagne. On devrait être à peu près à la période où on peut les récolter. Maintenant, ça fait 10 ans. Voilà, donc à voir, mais ça existe et c'est présent quand vous prenez des projections production de blé ou de culture annuelle en 2050 en Europe. Si vous êtes un investisseur, que vous voulez investir des milliards dans l'outil agroalimentaire pour le blé, il ne faut pas l'investir en Espagne, il ne faut pas l'investir au Portugal, il ne faut même pas l'investir en France. Il faut l'investir en Pologne, en Ukraine, voire en Scandinavie. Parce que ce sont des zones qui devraient, si les projections sont toujours des projections, ce n'est pas des prédictions, devenir, sont déjà pour certaines très productrices, ils devraient avoir leur production augmentée et pas être trop impactées par les conditions du changement climatique. Donc ça, c'est un élément quand même, je dirais, sur le capital et l'investissement en capital, il est important. Et corollaire à ça, je ne réponds pas totalement à la question, mais je pense qu'il faut le mentionner aussi dans les réflexions, c'est la perte de valeur foncière des terres qui sont dans les zones les plus impactées.
Dans le grand sud-ouest de la France, même les grands vignobles commencent à avoir des problèmes. Alors pour différentes raisons, c'est pas que le changement climatique, mais ça peut avoir un impact. Non mais si vous prenez les... Non mais enfin, excusez-moi, on est sur une surproduction à l'heure actuelle. Ouais, et donc les problèmes sont essentiellement liés à la surproduction. Pour ça, mais si vous prenez les cartes de l'Agence européenne de l'environnement, projection de la valeur foncière des terres, alors c'est des projections, à 2100, vous avez des moins 40, moins 60, moins 70% sur toute la péninsule ibérique et une grande moitié sud-ouest de la France qui part de la Bretagne et qui va jusqu'en PACA. Vous pouvez nous les communiquer ou on peut avoir ces données-là? Ah oui, la carte, c'est un rapport de 2019. Ce sont des projections. Ils ont superposé climat-rendement. Donc, j'aimerais bien l'avoir. Alors, par contre, pour vous dire malheureusement, le foncier à Bordeaux, surtout sur les zones constructibles, a été multiplié par 10. Donc, juste sur la partie, ceux qui ne décident pas d'exporter, d'aller chercher ailleurs, ils participent à toutes les discussions. J'évoquais le Varenne de l'eau tout à l'heure, Varenne agricole de l'eau d'adaptation au changement climatique. Les industries agroalimentaires, qu'au départ n'étaient pas forcément ciblées par les deux ministères qui avaient lancé la consultation, ont répondu. Quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées, les plus actifs dans le domaine industriel sur ces questions sont les industries laitières. Pourquoi ne peut-on pas réutiliser, et là vous parlez de l'ARS tout à l'heure, les eaux de lavage pour faire autre chose que de laver les camions ou arroser les fleurs devant le siège de l'entreprise? Enfin, je le dis avec des mots un peu bruts, mais c'est un peu ça quand même. Et donc, si ils veulent garder l'emploi local et l'industrie locale, ils sont forcés de se projeter dans une adaptation. Alors après, la question va être qui couvre les investissements, qui aussi assure les risques pris en maintenant un outil à tel ou tel endroit. Et c'est vrai aussi pour la production agricole. Qui va assurer les risques d'un agriculteur ou d'un groupe d'agriculteurs qui s'engage dans une transformation? Juste sur ce niveau-là, puisque vous aviez évoqué aussi les relations avec l'Europe, mais pour le coup, c'est une réorientation aussi de la PAC qui doit être aujourd'hui aussi ciblée sur ces stratégies-là. Quand vous parliez d'une nouvelle géographie de production et notamment de production alimentaire, elle doit aussi se traduire au travers de la PAC. Donc c'est bien aujourd'hui une rediscussion aussi au sein des grands programmes européens pour accompagner sur une vision européenne justement les évolutions productives. Entièrement d'accord avec vous. Alors deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est de stratégie générale, c'est le pacte vert, dont on sait qu'il a été énormément attaqué, y compris en interne en Europe, y compris par la profession agricole, en disant vous allez affamer l'Europe et le monde. Je fermais la citation. Et en fait, dans ce pacte vert, vous avez quand même la transition agroécologique, la diversification, la limitation de l'usage des intrants, et y compris l'intrant en eau, intrant eau, donc qui est quand même à l'agenda. Donc ça fait partie de l'agenda politique. Et après, il y a la PAC, alors, qui est un outil qui a été transformant. Je ne porte pas de jugement. Il a profondément transformé l'agriculture européenne. Je dirais pour... Voilà, avec, je dirais pour le meilleur et pour le pire, voilà. Mais en tout cas, ça a quand même un effet très transformant. Ça veut dire qu'un outil de ce type-là, c'est pour ça que pour le côté positif, est potentiellement transformant à partir du moment où il y a, sinon un consensus, tout au moins une grande majorité, pour aller dans un certain sens, ce qui n'est pas le cas de la PAC actuelle, et où, lorsqu'il y a une partie qui est laissée à l'appréciation des États membres, le plan stratégique national, il faut que ce plan stratégique national soit à la hauteur des difficultés auxquelles nous sommes confrontés et de celles qui vont se présenter. Et on peut considérer, et certains de nos collègues d'INRAE ont beaucoup travaillé sur ces questions du PSN et sur les différentes mesures qui sont dedans et quelle est la place de la France finalement dans la course vers l'adaptation. Et on peut quand même raisonnablement écrire et dire, on l'a fait, on l'a écrit, on l'a dit, que le plan stratégique national français est insuffisamment ambitieux dans pas mal de domaines, y compris dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Voilà. Donc alors, la prochaine PAC va commencer à être réfléchie après les élections du Parlement, bien sûr, ça va commencer. Et donc c'est dès cette renégociation de la PAC qu'il faut être le plus, me semble-t-il, le plus en avance sur la transformation et non pas pérenniser un système qui est de fait un petit peu prisonnier de lui-même. Il nous reste encore quelques minutes. Jean Massy. Une remarque et une question. Il y a une dizaine d'années, avec la Société du Canal de Provence, nous avons travaillé à la récupération des eaux d'une station d'épuration pour irriguer.
Donc notre process qu'on avait mis en place a démontré que c'était envisageable. Mais par contre, pour avoir l'autorisation, il nous fallait faire à la fin une campagne d'analyse qui nous coûtait plus de 100 000 € pour une petite commune de 300 habitants, et on allait arroser 50 hectares au maximum, et on n'était pas sûr de pouvoir faire n'importe quoi comme arrosage. Donc on avait laissé tomber. Ça c'est. Et la question, vous parliez des saumures quand on désalinise l'eau. Est-ce que ces saumures peuvent pas être utilisées l'hiver sur les routes, parce qu'on met des tonnes et des tonnes de sel pour les sécuriser quand ça gèle ou quand il neige? Alors, sur votre dernière question, je ne pourrais pas y répondre, je n'ai pas d'idée. Franchement, je n'ai pas d'exemple en tête où ça a été fait, mais pourquoi pas. Après, dans un climat qui change, il est probable que les saumures, le salage des routes sera toujours nécessaire, parce qu'il y aura toujours du gel, sans doute de moins en moins. Je ne suis pas sûr que les volumes... je ne sais pas, là, je ne pourrais pas vous répondre de manière quantitative. Et sur une première remarque, c'est typiquement ce qui a été mis en évidence dans beaucoup d'analyses. Je crois que le CEREMA, notamment, avait beaucoup travaillé là-dessus sur un rapport de 2018 sur le développement de la réhute en France, de vouloir faire des campagnes d'analyse de sol avant, après, de suivi, etc. Ça implique pour le maître d'ouvrage des coûts qui sont incompatibles avec ce que vous disiez. Je partage. Après, où est l'équilibre entre pas de contrôle et un contrôle trop... vous savez, le curseur est difficile à placer, mais ça fait partie des limites identifiées, en tout cas, de la réhute. Je suis d'accord avec vous. Oui, mais juste avant de conclure, vous pouvez là, aujourd'hui, nous faire aussi des propositions de ce dont vous avez besoin pour aller plus fort et plus vite, et de manière plus efficace. C'est le moment ou jamais. Donc, faites-le. C'était pas dans les questions. Non, je pense que... j'ai un peu abordé la question tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut collectivement, parce que c'est vraiment une démarche collective. Je pense qu'il faut déplacer la concentration de l'attention. Faut pas je réfléchis en même temps que je parle, excusez-moi. La production, le secteur amont, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut donner les outils aux producteurs pour s'adapter. C'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. En tout cas, dans un climat qui change de plus en plus vite. Ce dont on a besoin, ce sont des politiques publiques ambitieuses en termes d'accompagnement. Et une des questions sur lesquelles on n'est pas revenu, mais vous aurez quelques éléments écrits, c'était la prospective agriculture 2050 sans pesticides. Outre les leviers, donc la diversification, l'immunité végétale, etc., ce que les collègues ont ressorti de leur analyse, et c'est une analyse européenne, parce que c'est avec des experts de plusieurs pays européens, c'est que sans politique publique ambitieuse, la PAC en fait partie, mais c'est pas que ça, eh bien, on ne sortira pas du système où on est. Le système, il est totalement verrouillé. Il est verrouillé par l'histoire, il est verrouillé par le contexte économique, le contexte politique, le marché. Donc, il nous faut des politiques publiques ambitieuses, et vous êtes des producteurs de politiques publiques. En tout cas, vous y contribuez. Il faut les accompagner, et je pense qu'on a besoin de signaux forts d'accompagnement. Ça veut dire des accompagnements à la transformation, des accompagnements à la prise de risque. Alors c'est pas forcément que la puissance publique et l'argent des contribuables qui doit accompagner cette prise de risque. Elle doit être partagée par les acteurs. Alors, on a beaucoup parlé de la réforme de l'assurance récolte, elle est passée aussi ici, donc ça fait partie de cette logique aussi de dire, imaginons un système différent. Alors c'est un tout petit, c'est important, mais c'est un seul petit élément finalement de l'adaptation, c'est juste se prémunir contre les aléas. Mais la meilleure prévention contre les aléas, c'est de se mettre en sécurité, c'est-à-dire de se dire, c'est réduire la vulnérabilité, puisque l'aléa, il va être là, il va augmenter vraisemblablement, quoi qu'on fasse dans le domaine de l'atténuation du changement climatique. Les précipitations intenses, les sécheresses vont augmenter en intensité et en fréquence. Probablement pas partout pareil, mais c'est comme ça la tendance. Donc, si on ne peut pas agir sur l'aléa, il faut agir sur la vulnérabilité. Donc, des politiques publiques qui réduisent la vulnérabilité des exploitants agricoles, des filières économiques, mais aussi des citoyens par rapport aux à-coups. C'est ça, c'est très vaste, c'est systémique. C'est pas que là on parle d'agriculture, mais ça va concerner l'énergie, ça va concerner l'eau en tant que ressource aussi pour le consommateur. Mais c'est vraiment cette vision systémique et de réduction des vulnérabilités qui est importante. Et peut-être le dernier mot, puisque je sais que le temps passe vite, être toujours très prudent par rapport à l'adaptation et garder toujours une capacité de se questionner en chemin faisant,
Parce que quand on prend des options et qu'on se dit c'est l'option, on fait toujours faire bien, on fait vivre un modèle jusqu'au bout. Voilà. En essayant d'adapter on fait de l'incrémental et on s'enferme dans une situation. Donc, garder de la souplesse et de la réactivité, c'est, pour moi en tout cas, l'une des formes intéressantes de la résilience. On parle beaucoup de résilience dans plein de domaines. La résilience dans nos systèmes agricoles, agronomiques, alimentaires, c'est pas que maintenir coûte que coûte la production telle qu'elle a toujours été en mettant plus d'intrants, plus d'eau, etc., mettant des panneaux pour protéger contre la grêle. C'est de se dire, je continue à produire, mais en même temps, je garde une capacité d'anticipation, d'adaptation, de souplesse pour préparer le coup d'après. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire quand on a un système qui est établi dans des conditions qui étaient un peu standards. Si on s'éloigne de ce standard, on est un peu perdu et on a du mal à lâcher parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir à la place. C'est dommage parce que les paysans avaient cette sensibilité pour aller voir justement. Oui. Et ils l'ont perdu complètement parce qu'on les a... C'est ce que nos collègues disent souvent, aller voir par-dessus la haie, ce que fait le voisin, etc. Or, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a plutôt un effet d'imitation maintenant qui est de dire ça a marché donc je fais la même chose et tout le monde s'engouffre dans la même filière. Merci. Messieurs, merci beaucoup. Je regrette d'ailleurs qu'on soit obligé de se quitter parce que c'était vraiment très très intéressant. Et en plus, ça complétait la commission de ce matin sur la biodiversité. Je trouve que là, on a passé une journée vraiment enrichissante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oui, bien sûr.